maggio, alle ore 16, alla testa delle truppe vittoriose, sono entrato in Addis Abeba. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Effectivement, chers auditeurs, vous ne nous regardez toujours pas, mais vous êtes bel et bien en train d'écouter Sportivement Vôtre. Et on se retrouve pour la seconde partie de l'épisode consacré à Gino Bartali. En première partie, nous avions parlé de la jeunesse du cycliste, de son arrivée dans le monde professionnel, ses premiers exploits, mais aussi de son utilisation à des fins de propagande par le parti fasciste, malgré sa non-adhésion à cette idéologie. On arrive en 1939, et Gino, qui n'a que 25 ans, a déjà gagné 2 Giro d'Italia et 1 Tour de France. Il est au sommet de son art et s'inscrit comme peut-être le meilleur cycliste de sa génération. Cependant, vous avez entendu la date, 1939. Pour des raisons évidentes, il va être de plus en plus compliqué pour Bartali de participer à des courses cyclistes et d'étoffer son palmarès. La Seconde Guerre mondiale est en effet lancée. Et vous le savez, l'Italie pendant le conflit, il va se passer quelques trucs là-bas. C'est pas forcément ce pourquoi vous avez cliqué sur l'épisode, mais je reviens quand même en 2 minutes sur le rôle de l'Italie durant la guerre, histoire de comprendre un peu le contexte. On en avait parlé en première partie avec la rubrique musicale sur la chanson fasciste Facetta Nera, et vous avez entendu le discours de Mussolini en introduction. L'Italie fasciste a fait la guerre à l'Abyssinie, l'Éthiopie, et a soumis ce pays qui était le seul État africain qui ait échappé à la colonisation européenne. Et pas n'importe quel pays d'ailleurs, un pays qui avait infligé une défaite humiliante à l'Italie 40 ans plus tôt. Il y a donc cette envie de revanche qui motive aussi les actions de Mussolini. Et cette politique expansionniste, belliqueuse et agressive, elle fait que l'Italie, elle se met totalement à dos la communauté internationale et les démocraties alliées, et elle se rapproche de l'Allemagne nazie durant la fin des années 30. Mussolini et Hitler ont des idées et des intérêts communs, ils signent le pacte d'acier en mai 39, juste avant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, en septembre, qui lancera, elle, la Seconde Guerre mondiale. L'Italie rejoint officiellement la guerre en 1940, du côté des puissances de l'Axe donc. Du coup, dans ces années-là, le cyclisme, il passe un peu au second plan. En 1939, les coureurs italiens et allemands, et donc Bartali, seront exclus du Tour de France. En 1940, c'est toute la compétition qui est annulée. Bartali ne participe donc qu'à quelques courses locales en Italie, dont le Giro quand même qui aura lieu jusqu'en 1942, même si l'édition 42 a un format différent, plutôt un grand prix de plusieurs courses, que une réelle course à étapes de 3 semaines. Bartali gagnera d'ailleurs cette épreuve surnommée Il Giro di Guerra. Cependant, malgré le manque de compétition, il a quand même de la chance, Gino, c'est qu'il peut continuer à s'entraîner, parce qu'il est entré dans l'armée en 1940, mais pas en tant que soldat, en tant que messager à bicyclette, un rôle qui lui convient bien et qui a l'air quand même plutôt sympa. Si on retourne sur le front, peu après son entrée en guerre, l'Italie attaque la France et occupe une partie du territoire français, dans les Alpes, à la frontière entre les 2 pays, ainsi que la Corse. Ça participe au plan de Mussolini d'expansion de l'Italie tout autour de la Méditerranée. Dans cette optique, les Italiens envahissent aussi l'Albanie, la Grèce, la Yougoslavie, des pays d'Afrique du Nord et de l'Est. Fort de ses nombreux succès militaires au début de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire italien est à son apogée durant les années 41-42. Cependant, il n'y a pas tout qui va rester rose longtemps pour l'Italie, sauf le maillot du Giro. Le pays va commencer à essuyer des défaites sur tous les fronts, dans tous les territoires envahis. Puis, en 1943, les Alliés envahissent même la Sicile et y battent les forces de l'Axe. En Italie, on commence à se dire que ça sent mauvais de rester amis avec les Allemands, et que Mussolini n'est peut-être pas l'homme de la situation. Le Grand Conseil du fascisme démet donc le Duce de ses fonctions en juillet 1943. Le roi Victor Emmanuel III reprend le pouvoir et nomme un nouveau Premier ministre. Mussolini, lui, est emprisonné. À partir de ce moment, le nouveau gouvernement italien va commencer à négocier avec les Alliés, et l'Italie sort de la guerre en signant un armistice en septembre 1943. Mais c'est pas totalement fini, parce que les Allemands, ils sont pas très contents d'avoir perdu leurs copains italiens. Du coup, ils envahissent le nord de l'Italie, ils libèrent Mussolini, et fondent dans le nord du pays un régime fasciste fantoche. Ça veut dire une république qui est mise en place par un pouvoir étranger. Avec qui à sa tête? Le Duce Mussolini. C'est la république de salauds. Alors c'est pas forcément parce que c'est des salauds, même si on peut argumenter que c'était effectivement sûrement des salauds,
mais c'est juste parce que le siège de cette république est à Salo, au nord du pays. À partir de ce mois de septembre, les choses ne sont plus les mêmes dans une Italie coupée en deux. De 43 à 45, le pays sera théâtre d'une guerre civile entre la République de Salo, aussi appelée RSI, au nord, qui est soutenue par l'Axe, et en face, le Royaume d'Italie, au sud, qui est lui soutenu par les Alliés. On a donc une Italie à feu et à sang durant les dernières années de guerre, et ceux pour qui c'est devenu particulièrement compliqué, c'est les Juifs italiens. Avant cette scission en deux parties de l'Italie, les fascistes discriminaient les Juifs, mais s'opposaient à la déportation des Juifs italiens vers les camps d'extermination. Désormais, c'est plus le cas. La République sociale italienne, RSI, République de Salo, qui a vu le jour uniquement grâce à ses alliés allemands, ordonne l'arrestation des Juifs, désormais considérés comme ennemis de l'État, et ceux qui se font arrêter sont déportés dans les camps. Toutefois, et heureusement, cette partie nord du pays, qui représente les forces de l'Axe, perd du terrain à mesure que les années passent. Les Alliés, installés au sud du pays, remontent peu à peu et libèrent les villes italiennes du joug allemand. Aussi, et il ne faut pas les oublier, des guérillas résistantes se battent contre les Allemands et la RSI. Tout cela mène, au printemps 45, à la victoire des Alliés en Italie. Le pays est libéré, Mussolini est capturé puis exécuté, le Duce est mort, la guerre est finie. Et avec cette guerre qui occupait un peu tous les esprits, on en a un peu oublié notre cher Gino. On l'a dit, il a plus trop de courses, il est entré dans l'armée. Qu'est-ce qu'il fait durant ces années ? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Déjà, on peut noter qu'il s'est marié à Adriana en 1940, et pour rappeler à quel point il est pieux, devinez où il est allé faire son voyage de noces, à Rome, pour rendre visite au pape. Bon, c'est rigolo, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Surtout, Gino, il est messager militaire à bicyclette au sein de l'armée, on l'a dit. Tous les jours, il fait du vélo pour s'entraîner, et accessoirement pour transmettre des messages. Et ça va donner des idées par la suite. Quand l'Italie est coupée en deux en 43, Bartali se retrouve dans la partie nord de l'Italie, occupée par les nazis. Gino ne se reconnaît plus dans l'armée italienne, il décide donc de déserter. Et il sera emprisonné pour cela, et vite libéré sous caution après 45 jours grâce à son statut de star. Cette anecdote, elle montre toutefois bien la tension qui règne en Italie du Nord à cette époque, sous la République de Salo et l'occupation allemande. Les corps militaires sont très méfiants, alors que des mouvements de résistance voient le jour. Et ces résistants, certains se battent directement contre les Allemands, essaient de saboter leurs plans, tandis que d'autres essaient tant bien que mal de protéger les Juifs d'une déportation. Des réseaux de sauvetage clandestins sont donc mis en place à cet effet. L'un des plus importants, c'est l'organisation Della Sem, qui aidait les Juifs de manière légale jusqu'en 1943, mais qui désormais doit agir dans l'ombre. Pour ce faire, Della Sem peut compter sur le soutien d'une partie de l'Église catholique, qui cachera des Juifs dans des monastères partout en Italie. Le truc, c'est qu'à cette période-là, avec la tension qui règne au nord de l'Italie, et les SS qui vadrouillent, il vaut mieux être discret pour transmettre ces messages par exemple. Alors je me demande bien comment ils ont fait pour être si discrets. Je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est là que Gino Bartali intervient. Il est contacté par le cardinal Della Costa, qui avait officié son mariage, pour participer à ce sauvetage des Juifs du nord de l'Italie. Bartali a le profil parfait. Déjà, il est très croyant, ce qui pourrait faciliter sa collaboration avec le réseau. Aussi, il jouit d'une certaine liberté de mouvement, vu qu'il doit s'entraîner à faire du vélo. Enfin, sa notoriété pourrait parfois lui permettre de se sortir des situations compliquées. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Durant les années 43-44, Gino Bartali sillonne les routes de Toscane, d'Ombrie, de Ligurie, d'Émilie-Romagne. Il parcourt parfois près de 300 km par jour pour, à ce qui paraît, s'entraîner. En fait, il achemine divers documents vers des monastères, à Florence, Lucques, Gênes, Assise, pour permettre de sauver des Juifs. Parmi ces documents, il y a évidemment des messages confidentiels, mais aussi des faux papiers, pouvant permettre à des personnes cachées d'accéder à des rations de nourriture, de circuler dans le pays, voire même de fuir vers un pays neutre ou vers le sud de l'Italie. Tous ces papiers, Gino les cache dans son vélo, dans la selle, dans le cadre, dans le guidon, etc. Parfois, bien sûr, il est contrôlé, mais il s'en sort souvent grâce à sa notoriété. Personne ne soupçonne le grand champion. S'il lui arrive même d'être fouillé, certains soldats nazis étant moins manipulables que d'autres, il s'en sort quand même. Jamais son vélo n'est touché. Les réglages étant faits au millimètre près pour maximiser sa performance, il ne faudrait pas le dérégler. En plus de ça, quand il ne joue pas les facteurs, Gino Bartali utilise aussi sa notoriété pour permettre à des Juifs de fuir, ce qui est expliqué dans un documentaire qui lui est consacré, titré Gino Bartali, au nom de la liberté. Gino Bartali avait des itinéraires réguliers qu'il faisait pour aller. Et Toronto, c'est un endroit où il y a deux lignes de chemin de fer très importantes qui se croisent. C'est l'endroit idéal pour
essayer de changer de train et quelque part de faire perdre les traces. Donc Gino Bartali arrive à Toronto, plus ou moins à l'horaire de l'arrivée du train. Il attend sur un pont quand il voit le train arriver. À ce point-là, il va à vélo dans le bistrot de la gare et il commence à dire « Hey, je suis là !» En plus, c'était écrit Bartali sur son maillot. Ce sont plus écrit Bartali. Il voulait se faire reconnaître, évidemment. Et donc, le patron du bistrot de la gare a dit « Ah, c'est Bartali !» Tout le monde dit « Ah, Bartali !» Et il y a une espèce de petite émeute, exactement au moment où le train arrive. Donc la police doit se diviser entre ceux qui surveillent le train et ceux qui surveillent la petite émeute. Et c'est comme ça que quelqu'un arrive à s'échapper. 1943-1944, et Gino ne se fera jamais attraper. Et évidemment, c'est très dur à quantifier, mais certains estiment que ces actions auraient permis de sauver la vie de 800 juifs italiens. Un acte de bravoure, de moralité, qui mèneront Gino le Pieux, en 2013, après sa mort, à être érigé au rang de juste parmi les nations par Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah. Et ce qui est fort avec Gino Bartali, c'est qu'il ne se vantera jamais de rien. Il ne mettra jamais en avant le courage dont il a fait preuve durant la guerre. Le champion reste humble. Pour lui, il bene si fa, ma non si dice. Le bien se fait, mais ne se dit pas. Le bien ne se dit pas, si bien que Bartali a failli l'emporter avec lui dans sa tombe d'ailleurs. Quand il décède en l'an 2000, son histoire n'est que très peu connue. Mais c'est là, après sa mort, que les premières révélations apparaissent. Le premier à en parler, c'est Paolo Alberati, ancien cycliste reconverti journaliste, qui publie en 2004 une thèse, La Seconde Guerre mondiale de Gino Bartali, où il raconte les exploits extrasportifs du champion durant la guerre. Puis, l'histoire du cycliste sauveur fascine. Plusieurs auteurs publient des articles, des biographies. On parle de Gino le Juste, le champion sauveur d'étoiles, un vélo contre la barbarie nazie, etc. L'engouement est tel que le président italien Carlo Azeglio Ciampi remet à titre posthume la médaille du mérite à Bartali en 2006. Il devient aussi, comme on l'a dit, juste parmi les nations en 2013. Depuis, le nom de Bartali est utilisé dans de multiples discours politiques, en avançant les valeurs dont a fait preuve le champion. Le nombre de vidéos, chroniques, documentaires a aussi explosé, jusqu'au podcast que vous écoutez à l'instant même. Sauf que celui-ci prend une tournure un peu différente à partir de maintenant. Alors effectivement, l'histoire est magnifique. Le champion qui s'est opposé au nazisme. Franchement, est-ce qu'on peut faire mieux comme histoire sportive ? Moi le premier, ça m'a fait kiffer. Mais il y a une petite ombre au tableau. C'est le manque de témoignages directs, le manque de preuves écrites, qui remettent un peu en cause la véracité des faits. Et le mutisme de Bartali, qui n'a jamais parlé de cette action durant toute sa vie, ça aide pas forcément. D'accord, le bien ça ne se dit pas, mais bon, ça nous aurait quand même bien aidé qu'il nous explique un petit peu. À partir de 2016, des historiens ont commencé donc à se pencher sur la question et à douter de l'histoire que l'on raconte sur Bartali. En tête de file, les frères historiens italiens Stefano et Marco Pivato, qui ont publié un ouvrage sur l'affaire Bartali, la controverse et l'absence de preuves, qui est nommé « L'obsession de la mémoire. Bartali et le sauvetage des Juifs, une histoire inventée ». Cette remise en cause, elle est évidemment pas le courant de pensée dominant quand on parle de Bartali, mais il vaut la peine qu'on s'y attarde, qu'on essaie de comprendre. À noter que j'évoque cette théorie à partir d'un des rares articles français qui en parle, écrit par Clément Luy en 2022, dans lequel il recense les différentes recherches qui ont été effectuées jusque-là. Analysons cela. Dans leurs travaux, les frères Pivato, les historiens qui ont remis en cause l'histoire de Bartali, reviennent sur les ouvrages qui ont conté l'histoire du sauvetage des Juifs par Bartali, et notamment sur la première thèse l'évoquant, celle d'Alberati. Dans celle-ci, l'auteur dit qu'il puise ses sources dans les archives du Vatican, de la Curie de Florence et du Comité olympique national italien. Cependant, après vérification, le nom de Bartali n'est jamais évoqué dans ces différentes archives en rapport avec le sauvetage des Juifs. Idem si on analyse la récompense attribuée par le mémorial Yad Vashem. Aucune preuve directe n'est jamais mise en avant, si ce n'est les témoignages du fils du cycliste, Andrea, qui annonce que son père aurait sauvé 800 Juifs. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une preuve recevable. L'autre preuve directe avancée est le témoignage du juif Giorgio Goldenberg, dont on reparlera plus tard. Désireux d'en savoir plus, les frères Pivato ont effectué des demandes à Yad Vashem pour une transparence sur les preuves utilisées pour désigner Bartali juste parmi les nations. Sauf que ces demandes ont été laissées sans réponse. Mais le mémorial Yad Vashem affirme qu'il y a des preuves. Ce qui, évidemment, pour les historiens, ne suffit clairement pas.
il faut montrer les preuves, on peut pas juste dire qu'on en a. Dernier élément troublant, au-delà de l'absence de preuves de la véracité des faits, c'est le témoignage d'Aldo Brunacci, l'un des responsables du réseau de sauvetage. Celui-ci nie la participation de Bartali, qui serait selon lui une invention d'un autre membre de l'organisation. Mais du coup, j'ai de la peine à comprendre. Toute cette histoire de Gino le Juste, au final, c'est un mensonge ou pas ? Eh ben, difficile à dire, faute de preuves d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de preuve claire que Bartali ait participé au sauvetage, mais il n'y a pas de preuve qu'il ne l'ait pas fait. Pour les Pivato, il s'agirait plus de quelque chose de vraisemblable que de quelque chose de vraiment véridique. En fait, leur thèse ne vise pas à démentir cette histoire, mais plutôt à attirer l'attention sur les méthodes de la discipline historique, qui a besoin de preuves directes, de sources concrètes. En ce sens, même si on ne peut pas affirmer que Bartali n'a pas sauvé les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on peut affirmer, c'est que le nombre d'articles, chroniques, voire biographies qui ont été rédigés sur lui ne se base pas sur des sources solides. Il convient donc de les prendre avec des pincettes. Pire même que ce manque de rigueur scientifique, les auteurs ont parfois tendance à amplifier, romancer les histoires pour les rendre encore plus passionnantes. Alors, aucun problème à ça si on parle de fiction, mais en histoire, le but, c'est pas ça. On cherche à donner un reflet le plus précis possible de la réalité. Pour illustrer ce phénomène, Clément, lui, dans son travail sur l'affaire Bartali, cite un passage d'un article d'Eurosport sur le cycliste italien. Écoutons, puis reparlons-en. Gino Bartali doit agir dans la plus grande discrétion et ne dit pas un mot de son action, pas même à sa femme, surtout pas à sa femme, qu'il rendrait aussitôt complice de son forfait. À elle aussi, il lui balance la même salade avant de prendre la route. « Chérie, ne m'attends pas ce soir, je pars faire une longue sortie d'entraînement. » Et basta. Vallonnés et pittoresques, cerclés de vignobles, chargés d'histoire, réputés pour leur beauté autant que pour leur exigence, les routes de Toscane constituent un terrain de jeu idéal pour Bartali, qui du reste ne s'amuse guère à flâner en route, sauf parfois pour s'arrêter prier dans une église de village croisée çà et là au fil de son périple. À plusieurs reprises, Bartali est contrôlé par la Wehrmacht, et à chaque fois, il repart sans dommage, sauvé à la fois par son flegme légendaire et par sa célébrité. Quant à ceux qui ont le malheur de s'approcher un peu trop près de son vélo, il leur dit, faussement innocent, de bien faire attention à ce matériau rare et hors de prix. On voit bien, dans cet article, la tentative de l'auteur de rendre l'histoire plus dynamique, en la romançant. Et c'est réussi, c'est assez sympa à lire. Mais du coup, cette histoire, elle perd totalement en véracité. On est certainement bien plus proche d'un scénario de film que de la réalité. Franchement, chérie, ne m'attends pas ce soir, je pars faire un tour à vélo. Ça sort d'où, ça ? C'est juste une invention. Et voilà, c'est comme ça que peut-être, et je dis toujours pas qu'elle est fausse, c'est peut-être comme ça que l'histoire de Bartali se serait un peu éloignée de la réalité. C'est comme ça qu'à partir de faits historiques, on finit par créer une légende en fait, en déformant et en amplifiant la réalité, sans se préoccuper des preuves. Pour finir sur cette histoire de Gino le Sauveur, et sur ce chapitre de Gino Bartali durant la guerre, on peut se demander pourquoi une telle légende serait née ? Pourquoi est-ce que cette histoire aurait vu le jour si le cycliste italien n'avait rien fait de tout cela ? Déjà, il y a un dicton que vous connaissez certainement, il n'y a pas de fumée sans feu. Et le feu, pour Bartali, c'est sa foi chrétienne. Comme on l'a dit, il est très croyant, et on lui a attribué durant sa carrière et son après-carrière une image un peu mystique qui s'approche presque de celle d'un saint. Cette image d'homme valeureux, pieux, ça a pu mener à la fumée, ici la construction de ce sauveur. Aussi, Bartali aurait bel et bien aidé des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. C'est du moins ce qu'explique Giorgio Goldenberg, un juif italien qui, enfant, se cachait dans un appartement de Bartali à Florence. Cette action d'aide à une famille juive a peut-être mené à une extrapolation de son rôle et à la construction de la légende du sauveur à vélo qui aurait sauvé des centaines de juifs, alors que peut-être il en a sauvé juste quelques-uns en les accueillant, comme Giorgio Goldenberg. Au-delà de cela, cette potentielle légende est peut-être aussi née du fait que certains acteurs ont pu tirer profit de l'histoire de Gino Bartali. Des acteurs qui n'ont visiblement pas grand-chose à faire que le bien se fasse mais ne se disent pas. C'est pourquoi ils ont contribué à faire connaître l'histoire pour leurs propres intérêts. On a d'abord le monde du sport, qui est friand de ce genre d'anecdotes pour mettre en avant la glorieuse bienfaisance du sport. Si Gino Bartali s'est battu contre le nazisme, c'est comme si tout le cyclisme s'était opposé au nazisme. C'est pourquoi le monde cycliste était si fier de le rappeler en organisant en 2018 le départ du Tour d'Italie à Jérusalem en l'honneur de Bartali et de son action. C'est juste marrant d'observer que quand, par contre, la sphère sportive se retrouve du mauvais côté de l'histoire, comme c'est si souvent arrivé et comme on en parle parfois dans Sportivement Vôtre, tout d'un coup, on en parle beaucoup moins. On cache ça un peu sous le tapis. Autre acteur qui voit l'histoire de Bartali comme du pain béni, sans mauvaise blague, quoique c'est un peu une mauvaise blague, c'est l'Église catholique.
Son rôle dans la Seconde Guerre mondiale, le silence du Vatican vis-à-vis de la Shoah, est parfois fortement critiqué. La mise en avant de héros catholiques qui auraient œuvré à la protection des Juifs, c'est aussi un moyen de se réhabiliter pour l'Église. Pas besoin de chercher très loin, les sites web France Catholique, lacroix.com, catho.ch, etc. ont tous un article dédié aux exploits bienfaisants de Bartali, décrit comme l'un des nôtres. Évidemment, il y a aussi les médias qui voient un intérêt à mettre en avant cette histoire extraordinaire. Une histoire comme celle-ci, c'est une aubaine, ça peut faire vendre. Il y a donc un grand intérêt à en parler, voire, comme on l'a vu plus tôt, à romancer un peu le tout. Et là, vous vous dites peut-être, mais il se fout de nous, lui aussi c'est un média, et il en parle. Et oui, effectivement, enfin je me fous pas de vous, mais pour moi aussi cette histoire c'est une aubaine, elle est tellement intéressante. Néanmoins, j'espère quand même essayer, il me semble, de la traiter dans son entièreté, en apportant des nuances, pas uniquement pour vendre. Et j'espère que ça s'entend. Enfin, dernier acteur qu'on va évoquer, et pas des moindres, c'est l'Italie et la politique italienne. C'est un fait, l'image du pays sur cette guerre mondiale, elle est pas super cool on dira. Alors on se gêne pas pour mettre en avant tout élément qui peut rappeler qu'il y avait aussi une forte résistance en Italie. Gino Bartali, figure nationale qui s'oppose au nazisme, évidemment qu'il faut en parler dans les discours. C'est aussi pour ça que le président Ciampi remet la médaille du mérite à Feu Bartali en 2006. Gino Bartali était un grand champion sportif, mais aujourd'hui, on honore sa mémoire car il était surtout un champion de la vie. Je suis heureuse qu'il soit un exemple pour nous tous, car il était un homme de paix, généreux, qui a risqué sa vie pour sauver non pas seulement des vies juives, mais des vies humaines. Bref, tout ça pour dire que beaucoup de personnes et d'institutions ont des intérêts à perpétrer le récit de Gino Bartali et du réseau de sauvetage des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Mais attention, ça veut pas dire encore une fois que cette histoire n'est pas vraie. Comme on l'a dit avant, il n'y a pas, pour l'instant, de preuves directes de son implication, mais il n'y a pas non plus de preuves de sa non-implication. Si vous avez entendu un ton un peu critique dans ma voix sur cette dernière partie, ça s'adressait pas aux potentiels agissements de Bartali, mais plutôt à l'inévitable instrumentalisation de cette histoire par ses acteurs, sportifs, religieux, médiatiques et politiques. Il y a bel et bien une obsession de la mémoire, comme en parlaient les frères Pivato. Et le problème, c'est que cette mémoire, elle est sélective. On ne met en avant que les histoires qui servent nos intérêts. Pourtant, à en croire Gino, même lui ne l'aurait pas voulu. Il bene si fa, ma non si dice. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou sur mon Instagram, @sportivementvôtrepodcast. À vous aussi de me dire si vous connaissiez déjà l'histoire de Gino le Sauveur, si vous aviez déjà entendu parler de la controverse, et plus globalement, ce que vous pensez de tout ça. Par exemple, est-ce que cette mémoire sélective que l'on applique à l'histoire, en ne se rappelant que des faits plus glorieux, est-ce que c'est une bonne chose, pour montrer l'exemple aux plus jeunes générations? Ou à l'inverse, est-ce que cette mémoire historique empêche un peu une remise en question primordiale pour continuer d'avancer? Les débats sont ouverts, c'est avec plaisir que je lirai tout ce que vous écrirez. Enfin, comme expliqué en introduction, une suite à cet épisode sera publiée dans 2 semaines. Bah ouais, en 1945, Bartali n'a que 31 ans. Son histoire est donc loin d'être finie. On parlera alors de l'Italie d'après-guerre, de la reprise de la carrière compétitive de Gino Bartali, et de sa rivalité fratricide avec Fausto Coppi. Et de plein d'autres choses encore. Pour ne rien manquer, vous savez comment ça se passe, vous pouvez vous abonner au podcast et venir me suivre sur la page Instagram sur laquelle je propose aussi d'autres choses en complément de ces épisodes. Enfin, pour donner un petit coup de pouce à la chaîne, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça m'aiderait vraiment grandement. Quant à nous, on se retrouve très vite, sportivement vôtre, ciao.